En introduction, je souhaiterais rappeler que le 6e plan stratégique qui sous-tend nos actions était concis, peu prescriptif, et donc il nous a amenés à devoir développer un programme d'action, une feuille de route pour sa mise en œuvre, et c'est à ce travail auquel nous nous sommes attelés dès les premiers jours de 2016, et donc c'est ce travail que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, je n'entrerai pas dans le détail de toutes les actions que nous avons faites. À cette fin, vous avez un document qui est le document référencé 85 SG1. Et donc, je vous invite à en prendre connaissance pour les parties qui vous intéressent davantage. En effet, aujourd'hui, je souhaite réellement centrer mon propos sur les actions que nous avons menées pour la mise en œuvre de ce plan stratégique, puisque au cours de la semaine, aussi bien les présidents des commissions spécialisées, des groupes de travail, d'autres collègues de l'OIE auront l'occasion de faire un point sur certains dossiers. Alors, ma présentation aujourd'hui sera réellement basée sur le plan stratégique, que je vous rappelle ici avec cette infographie. Comme je vous l'avais indiqué à la session générale de l'année dernière, dès les premiers mois de 2016, nous nous sommes attachés à 2 grandes actions. La première, cela concernait toutes les unités, tous les départements du siège, a été de définir une feuille de route avec les différentes étapes, le calendrier, les actions transversales qu'il convenait de mener aussi bien avec les autres départements qu'avec les partenaires, de façon à savoir comment, durant cette période 2016-2020, nous allions mettre en œuvre le plan stratégique et suivant quelle étape, suivant quelle priorité. C'était le premier grand bloc d'action. Le deuxième, peut-être plus modeste, mais me semble-t-il également symbolique, a été la révision de l'organigramme des services du siège de l'OIE, de façon à ce que cet organigramme soit immédiatement compréhensible par non seulement vous en tant que pays membre, mais également par nos partenaires, et que les domaines prioritaires d'action de l'OIE y soient bien reflétés. Donc, une feuille de route, telle que vous en avez un exemple ici, pour chaque unité, chaque département, et un organigramme revu, tel que vous le connaissez maintenant depuis juin de l'année dernière. Sur cet organigramme, je souhaiterais juste souligner quelques points. Tout d'abord, la création d'une direction financière unique qui regroupe en son sein toutes les unités, y compris celles du Fonds mondial et la comptabilité. Et il me semble qu'ainsi, cela pourra vous donner, et j'espère que vous le constaterez lors de la présentation des comptes vendredi prochain, une meilleure vue d'ensemble des ressources et dépenses de l'OIE, quelles que soient les sources de financement, et, j'espère, une gestion plus efficiente. Je pense que vous avez également noté l'individualisation d'un département des statuts. Cela a été rappelé tout à l'heure par le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation français. La délivrance des statuts, après une analyse approfondie, est une mission importante de l'OIE et il m'a semblé que c'était utile de pouvoir clairement individualiser ce département qui est également en charge du suivi de la mise en œuvre de quelques grandes stratégies pour lesquelles ensuite une reconnaissance du programme de contrôle ou du statut est déterminée, en particulier la fièvre afteuse et la peste des petits ruminants. Un autre petit changement, vous estimez peut-être subtil, mais pour moi il ne l'est pas tant que ça, c'est le fait que l'ancien département du commerce international retrouve une dénomination plus institutionnelle, puisqu'il s'appelle maintenant le département des normes. Et là aussi, je pense que c'était important de pouvoir rappeler que ce travail fait par ce département ne vise pas seulement à améliorer le commerce national, sa première mission est celle d'élaborer des normes avec des procédures adaptées et bien évidemment le soutien des commissions spécialisées. Et pour cela, ce département s'est vu confier une mission particulière qui est celle de la coordination du secrétariat des 4 commissions spécialisées. Et peut-être que demain et après-demain,
quelques présidents des commissions spécialisées évoqueront ce travail, qui n'est pas encore finalisé, mais notre objectif est d'être totalement prêt pour mai 2018, lorsque les nouvelles commissions spécialisées seront élues. Et enfin, concernant cet organigramme, je souhaite souligner la création, dès le début de l'année 2016, d'une cellule de gestion de la performance. Alors, je crois que c'est une toute petite équipe, mais elle apporte un appui essentiel à tout le reste de nos collègues au sein de l'organisation, de façon à les accompagner dans leurs activités et dans le changement que nous avons souhaité pour l'OIE. Et le bilan de leur travail sera un des points importants de mon rapport d'activité l'année prochaine. La présentation est organisée en fonction du plan stratégique et donc j'aborderai les 3 grandes priorités qui ont été soulevées par le plan stratégique et ensuite les 3 domaines transversaux pour lesquels vous aviez également souhaité des améliorations. Et j'espère qu'au fil de mon intervention, vous comprendrez la façon dont nous abordons les sujets. À chaque fois, je souhaite que nous puissions avoir une réflexion stratégique sur l'orientation, que nous puissions savoir quelles sont les actions concrètes que nous devons mettre en place pour la mise en œuvre de cette stratégie, et enfin, les outils de communication qu'il convient de développer pour accompagner l'action. Alors, commençons par le premier objectif de notre plan stratégique, qui est celui d'assurer la santé et le bien-être des animaux par une gestion adaptée des risques. Et je mettrai en avant les 5 sujets suivants que je souhaite donc mettre en lumière par rapport à d'autres. Et nous allons tout d'abord commencer avec le programme de contrôle et d'éradication de la peste des petits ruminants. Vous vous souvenez que cette stratégie a été adoptée lors de la conférence internationale qui s'est tenue à Abidjan en mars-avril 2015. Depuis, le programme pour la mise en œuvre de cette stratégie a été développé, a été finalisé. Nous avons, conjointement avec la FAO, établi il y a à peu près 1 an un secrétariat conjoint qui est hébergé par nos collègues de la FAO à Rome, et ce secrétariat a bien sûr repris la main sur le groupe de travail qui préexistait. Alors, un travail important a déjà été fait, puisque des réunions ont été faites dans les 9 groupes de pays qui ont été identifiés, et ceci sans attendre que nous ayons tout finalisé, mais il était important de pouvoir maintenir l'élan, de pouvoir continuer à faire vivre cette dynamique après la conférence d'Abidjan, de façon à ce que les pays qui aujourd'hui sont confrontés à une infection de la peste des petits ruminants puissent soit s'engager, soit ajuster leur programme national en fonction de la stratégie qui avait été adoptée en 2015. Et donc le premier cycle d'ateliers de travail a déjà été fait et nous sommes maintenant, avec les collègues de la FAO, grâce à ce secrétariat conjoint, engagés dans un 2e cycle. Et certains pays, bien évidemment, sont déjà un petit peu plus engagés que d'autres, car ils ont bénéficié et bénéficient encore du soutien de certains programmes. Et à titre d'exemple, je citerai ceux de l'Afrique de l'Ouest, qui, grâce à un programme qui est le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, le PRAPS, qui est financé par la Banque mondiale, et avec la collaboration du CILS, qui est le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, eh bien, ces pays bénéficient d'un appui certain, et j'espère que de ce fait-là, ils auront également une dynamique pour rapidement aller vers le contrôle et l'éradication. Et d'ailleurs, demain, je crois, il y aura également encore une réunion organisée par le secrétariat FAO-OIE pour faire un point sur l'avancement de la mise en œuvre de cette stratégie. Alors, si je vous en parle aussi, c'est parce que, certes, il y a ces réunions techniques, mais il y a aussi le travail que nous conduisons avec la FAO pour élaborer une stratégie de mobilisation des ressources financières qui nous aideront et vous aideront en tant que pays membres à pouvoir accélérer ce mouvement vers un meilleur contrôle et une éradication de la peste des petits ruminants. Et sans attendre, nous avons déjà contacté quelques partenaires ou pays membres qui potentiellement
pourrait nous allouer ces fonds de façon à pouvoir, sans doute à la fin de l'année ou peut-être début 2018, organiser une conférence de financement de façon à pouvoir finaliser ce projet. Et enfin, bien évidemment, comme je disais, à chaque fois, nous essayons d'avoir des outils de communication pour valoriser l'action de façon à, là aussi, mieux visualiser ce que nous faisons. Et notre unité de communication a créé un nouveau portail web qui est dédié à la peste des petits ruminants, de façon à mettre en lumière non seulement l'activité technique, mais également les enjeux socio-économiques du contrôle de cette maladie, puisque des millions de familles et la survie et le développement économique de millions de familles dépendent réellement de notre capacité, aujourd'hui et demain, à mieux contrôler cette maladie. Passons maintenant à un autre sujet d'importance, et ça avait été rappelé hier à la fois par la directrice générale de l'OMS, la Dr Margaret Chan, mais également par Dame Sally, la lutte et les actions engagées contre l'antibiorésistance. Alors, énormément de travail a été fait depuis longtemps, mais en particulier, c'est assez accéléré au cours des derniers mois, et l'adoption en fin d'année dernière de la stratégie de l'OIE en la matière était également une étape importante. Mais vous aussi, vous avez été fortement mobilisés, et je tiens à vous en remercier, puisque vous avez notamment massivement répondu pour la première fois au questionnaire qui avait été lancé sur l'utilisation des agents microbiens. Et le premier rapport issu de vos réponses a été publié en janvier de cette année. Alors, ces informations sont très importantes pour nous, de façon non seulement à savoir ce qui se passe réellement dans vos pays, mais surtout pour pouvoir régulièrement attester objectivement des efforts qui sont faits et des résultats des plans nationaux que progressivement vous mettez en place à la suite de l'adoption des plans mondiaux. Alors soyez réellement remerciés pour tout ce travail et surtout soyez encouragés à continuer, puisque ce n'était pas seulement un questionnaire, mais c'est vraiment une démarche au long terme. Et chaque année, j'espère que vous serez aussi présents au rendez-vous pour pouvoir renseigner ce questionnaire. Alors, sur ce dossier de l'antibiorésistance, je ne donnerai pas davantage de détails, puisque nous allons avoir le thème technique 1 tout à l'heure, présenté par la docteure Khadija du Maroc. Et donc, ça sera l'occasion de refaire une courte synthèse des travaux qui ont été faits au cours des derniers mois avant la présentation de ce thème technique, et vous aurez également l'occasion de poser des questions. Je souhaiterais cependant souligner le fait qu'avec la réunion l'année dernière, en septembre 2016, en marge de la session générale des Nations Unies, nous sommes passés d'un dossier technique à un dossier politique. Et là aussi, ça a été une étape vraiment importante d'avoir le soutien de tous les chefs d'État, premiers ministres des pays membres des Nations Unies, qui nous permettent maintenant de pouvoir être optimistes sur cet accompagnement que nous aurons des politiques sur la mise en œuvre des programmes nationaux que nous vous invitons maintenant à développer, à renforcer. Alors, comme cela a été évoqué hier dans les discours, suite à cette réunion, à la déclaration politique qui en est sortie, il y a eu la constitution d'un groupe de travail intersectoriel dont la première réunion s'est tenue au tout début du mois de mai, et c'est notre collègue le Dr Stone qui représentait l'OIE. Nous avons contribué à la formation de ce groupe de travail et nous continuons à y participer, en particulier en fournissant un appui au secrétariat qui travaille avec ce groupe de travail. Toutes ces avancées, comme les actions de communication souvent conjointes avec l'OMS et la FAO, sont pour moi le témoignage quasi quotidien du fait que nous restons fortement engagés dans notre collaboration tripartite avec l'OMS et la FAO,
que c'est une condition sine qua non pour moi de réussite de ce projet et d'autres projets, et j'espère réellement que vous tous, vous réussissez ou vous réussirez à développer le même type de coopération au niveau de votre pays. À travers le 6e plan stratégique, vous avez également exprimé le souhait que l'OIE soit encore plus impliqué dans les développements des nouvelles technologies, que ce soit pour les produits diagnostiques ou les vaccins, bien évidemment, et notamment pour la stratégie de lutte contre les antibiorésistances, mais pas uniquement, puisque les progrès technologiques sont essentiels pour toute stratégie sanitaire. C'est pourquoi nous avons continué à investir dans ce domaine, notamment en acceptant d'être membre de comités consultatifs de grands programmes scientifiques, ou bien en contribuant à la finalisation du document Blueprint de l'OMS pour la recherche et le développement, ou bien encore en contribuant et maintenant en hébergeant le secrétariat scientifique du consortium de recherche STARIDAS. Alors, j'espère pouvoir l'année prochaine vous donner davantage de résultats concrets de cet engagement, comme par exemple celui que nous faisons aujourd'hui avec la Ligue internationale contre la tuberculose et les maladies pulmonaires, avec en particulier le soutien du Royaume-Uni, pour élaborer un étalon international de substitution pour le test à la tuberculine. La réduction des risques biologiques. Alors, cette thématique s'inscrit aussi dans la dynamique qui a été initiée suite à la première conférence qui avait été organisée ici à Paris en 2015. Et je suis très contente de pouvoir confirmer que nous sommes en plein boom pour préparer la deuxième conférence. Et c'est l'équipe de la docteure Tiana Brandt qui est en charge de cela. Cette conférence, cette deuxième conférence, se tiendra, comme vous le voyez, fin octobre, début novembre, à Ottawa, au Canada. Il y a déjà une annonce sur notre site web et progressivement, dans les jours et semaines qui viennent, davantage d'informations pratiques vous seront données. Mais je suis très satisfaite de tout le soutien que nous recevons pour l'organisation de cette deuxième conférence, en particulier de la part de nos partenaires du Canada, du Royaume-Uni ou de l'Agence américaine d'ETRA. Et je suis persuadée que cette conférence sera un nouveau moment pour maintenir cette dynamique et les efforts en la matière. Et pourtant, nous ne nous sommes pas arrêtés uniquement à l'organisation de cette deuxième conférence, puisque au cours de l'année 2016, nous avons aussi lancé le premier cycle de formation des points focaux nationaux, de vos points focaux en charge des laboratoires. Alors l'objectif est assez ambitieux, puisqu'en fait, nous souhaitons que ces points focaux deviennent, dans vos pays respectifs, les champions de la mise en œuvre des normes internationales, donc des normes de l'OIE, sur la prévention des risques biologiques. Et j'espère que ces formations peuvent réellement y contribuer. Et à côté de cette action technique, nous avons également une action plus institutionnelle, puisque à la fin de l'année dernière, en décembre 2016, nous avons organisé un atelier de formation des experts du programme Législation sur le thème « Législation et réduction des risques biologiques ». Et tout ceci nous permet d'influer, d'instiller dans les programmes PVS justement cette notion de contrôle et de réduction des risques biologiques. Et ainsi, l'année dernière, 2016, 4 missions PVS dédiées aux activités de laboratoire ont pu être conduites. Alors, dans ce domaine de la réduction des risques biologiques, on ne peut pas passer sous silence le travail qui continue à être fait par le comité conjoint FAO-IE dans cette phase post-éradication de la peste bovine. Alors, le comité travaille notamment sur 2 documents importants qui ne sont pas encore finalisés, mais j'espère que cela pourra se concrétiser d'ici la fin de l'année, à savoir le plan d'action globale
et surtout le cadre opérationnel pour la gestion et le déploiement de la réserve de vaccins. C'est un sujet qui est délicat, auquel il faut que l'on s'attache, puisque même si la maladie est éradiquée, on ne peut pas complètement exclure qu'un jour, il y ait un incident et que l'on doit faire face à une réémergence de la maladie. Et c'est pour cette raison aussi que nous avons souhaité à l'OIE lancer une large campagne d'information avec le soutien des partenaires qui nous accompagnent, avec pour objectif de maintenir la vigilance et l'engagement de chaque acteur concerné. Essentiellement, vous verrez, nous avons 3 cibles, qui sont les écoles vétérinaires et le transfert d'informations et de connaissances aux étudiants vétérinaires, mais aussi les vétérinaires praticiens qui sont déjà actifs sur le terrain et les laboratoires. Et vous avez sur cette diapositive une première présentation des maquettes de communication. Et si ça marche, nous pourrions peut-être avoir une vidéo sur le petit film également de sensibilisation que nous avons fait. Donc tout un catalogue d'outils de communication vous seront prochainement adressés de façon à ce qu'au niveau national, comme je disais, avec les écoles vétérinaires, les vétérinaires praticiens ou les laboratoires, vous puissiez contribuer à maintenir cette vigilance. Dernier point de ce premier chapitre de ma présentation, qui est un sujet également toujours intéressant, qui est celui de l'évaluation des statuts de vos pays au regard de certaines maladies. Alors, en introduction de cette partie, je souhaiterais juste vous présenter une diapositive qui vous montre l'augmentation significative de l'activité du département en très peu d'années. Et vous avez sur ce graphe la répartition entre les dossiers pour la première évaluation, puis les dossiers de maintien de ce statut. Et vous voyez le chiffre impressionnant de statuts, dossiers, que chaque année il faut analyser, alors que pour tout ce travail, il n'y a toujours que 4 agents qui sont dédiés à cette activité. Et donc je pense que si vous pouvez garder ça en tête, ça sera un des éléments sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir vendredi lorsque nous discuterons du budget pour l'année prochaine. Alors, malgré tout ce travail, eh bien, l'équipe a également su trouver le temps pour pouvoir travailler sur une révision, et j'en suis persuadée, une amélioration des procédures selon lesquelles tous ces dossiers sont évalués. De la même façon, les procédures selon lesquelles les missions sur le terrain sont également organisées. Et jeudi, avant la délivrance des certificats, Laure Weber aura l'avantage de vous donner quelques informations sur ce sujet, avec toute la clarté qu'on lui connaît. Et j'espère qu'ainsi, vous verrez l'importance du travail qui a été fait, en plus
de tout celui qui concerne l'évaluation des dossiers. Mais aujourd'hui, je voudrais juste insister sur quelques points. Tout d'abord, sur le fait que si l'équipe a pris tout ce temps pour revoir les procédures, c'est comme vous l'aviez souhaité, justement, toujours à travers ce plan stratégique, c'est pour avoir des procédures robustes, transparentes, évitant le mieux que possible tout conflit d'intérêts ou possible, aussi bien des experts que des collègues de l'OIE en charge de ces dossiers. Mais je crois que c'est important de souligner qu'il y a aussi l'objectif supplémentaire d'une meilleure reconnaissance effective de ces statuts. Statuts que votre Assemblée adopte chaque année. Alors, à l'OIE, nous améliorons les procédures de sélection des experts dans les groupes de travail. On en reparlera vendredi. Nous améliorons les procédures de travail. Laure Weber vous en parlera jeudi. Je crois que nous améliorons aussi l'information des délégués, soit par des outils de communication, infographie, soit par des ateliers de formation au niveau sous-régional. Nous améliorons la qualité des rapports des groupes ad hoc et des commissions qui évaluent les dossiers. Et en parallèle, nous avons commencé un travail avec le secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce afin d'avoir une définition juridique explicite de la valeur légale de ces statuts que vous adoptez chaque année. Et tout ça pour que, in fine, vous puissiez effectivement appliquer ces statuts sans état d'âme ou sans vous reposer de questions. Deuxième orientation stratégique, établir la confiance par la transparence et la communication. Alors, nous allons voir quelques éléments. Et tout d'abord, les actions conduites par notre unité de communication au cours des derniers mois. Alors, je ne vais pas tout détailler, mais au hasard, j'ai pris la nouvelle page d'accueil du site web, les nouveaux portails web sur la peste des petits ruminants ou la peste bovine, la refonte des portails sur la rage et l'influenza, les nombreuses infographies sur les procédures d'évaluation des dossiers de reconnaissance de statut officiel, sur les obligations de notification des maladies, aussi bien des animaux terrestres qu'aquatiques, la communication pendant la semaine de sensibilisation à la lutte contre l'antibiorésistance ou durant la journée mondiale contre la rage, les éditoriaux, etc., etc. Et s'y ajoute une augmentation significative de notre communication également via les réseaux sociaux, visant à toucher un autre public, un public plus large, peut-être moins spécialisé, de façon aussi à ce que notre communication soit plus dynamique, notamment lors des grands événements tels que les conférences globales ou les conférences régionales. Et je suis certaine aussi que depuis hier, vous avez pu noter, je l'espère en tout cas, un changement de visuel de notre session générale. Alors, cet engagement en matière de communication s'est également élargi à nos collègues des représentations régionales et sous-régionales, puisque certains d'entre eux, au cours des derniers mois, ont bénéficié d'une formation spécifique de façon à ce qu'eux aussi, au niveau des activités régionales, puissent mieux couvrir et communiquer sur ce qui se passe dans les régions, de façon à ce que certaines critiques que nous avions eues, à savoir que la communication de l'OIE était très centrée sur ce qui se passait à Paris, soient une critique du passé. Alors, bien sûr, nous avons pensé à la formation et à la communication, ça c'est au moment de la conférence en Bolivie. Mais nous avons également, en parallèle, continué à penser à la formation de vos points focaux en matière de communication, puisque en 2016, nous avons organisé 3 ateliers, 2 en Afrique, un pour l'Afrique anglophone, un pour l'Afrique francophone et un en Amérique. Et là aussi, tout ce travail est réalisé par une équipe de 4 personnes permanentes sous la direction de la docteure Catherine Bertrand-Ferrandis. Et vous pouvez voir
toute l'énergie, toute la créativité que ses collègues développent pour une meilleure communication de l'OIE. Un point important quand même lorsqu'on parle de transparence ou de communication, eh bien évidemment, ce sont les informations sanitaires. Et je souhaite faire la transition en rappelant que nous avons lancé l'année dernière, mais c'était initié en 2015, des applications pour vos smartphones et tablettes de façon à ce que vous puissiez être en permanence, sans délai, informés de ce qui se passe à travers le monde en fonction des maladies ou des régions pour lesquelles vous avez un intérêt. Et j'espère qu'aujourd'hui, dans la salle, tout le monde a téléchargé cette application sur ce smartphone. Sinon, vous ne pouvez pas partir de Paris à la fin de la semaine sans l'avoir fait. On vérifiera. Bon, mis à part ça, le grand projet que nous avons, ça sera la rénovation de WAIS. Alors là aussi, je ne vous donnerai pas énormément d'informations parce que j'ai souhaité que ce soit l'équipe qui vous en fasse la primeur lors de la présentation qui se fera jeudi matin par la docteure Paola Caceres et le docteur Neuma Pizze qui vous donneront des informations sur la façon dont ce projet est conduit. Mais je souhaiterais quand même apporter quelques éléments de contexte. Tout d'abord, sur la méthode choisie. Au lieu de se lancer peut-être un peu rapidement, en fait, nous avons démarré avec un petit groupe d'experts dont la plupart n'étaient pas vétérinaires, de façon à pouvoir acquérir et échanger de l'expérience avec des personnes, des experts, qui avaient déjà eu en charge de tels projets de collecte de données, mais qui n'étaient pas forcément spécialisés dans notre domaine. Et si nous avons invité des collègues de l'OMS et de la FAO, nous avons aussi invité des experts, par exemple, de Météo France ou bien de l'Institut européen de bioinformatique, pour n'en citer que quelques-uns, de façon justement à acquérir cette expérience et à pouvoir dessiner la première ébauche du projet. Ensuite, eh bien, merci, car grâce au questionnaire que nous vous avons adressé à vous, pays membres, mais aussi à vous, partenaires professionnels notamment, eh bien, nous avons pu, grâce à toutes vos réponses, aussi mieux dessiner les spécifications techniques du projet en fonction de vos attentes, de vos besoins, de vos critiques par rapport au système actuel. Et cela nous a été très utile, soyez-en remerciés. Et puis il y aura un dernier point qui n'est pas encore finalisé et qu'il faudra décider dans les semaines qui viennent, c'est que j'ai souhaité, compte tenu de l'importance du projet, qu'il y ait une gouvernance particulière avec notamment 2 comités conseils, aussi bien pour les aspects techniques que pour les aspects plus stratégiques. Et nous aurons l'occasion, notamment avec le Conseil, plus tard, de rediscuter des termes de référence et de la composition de ces 2 comités. Le projet est en marche, comme nous disons maintenant en France. Et un des défis aujourd'hui, ça va être aussi de trouver le budget. Alors, dans l'immédiat, c'est une enveloppe d'environ 3 à 4 millions dont nous avons besoin pour contracter d'ici la fin de l'année avec une société informatique qui nous aidera à développer réellement l'outil. Mais compte tenu de l'importance de WAIS, il nous a semblé utile et indispensable même d'être dans une projection à moyen long terme, c'est-à-dire sur 10 ans, de façon à pouvoir être toujours en situation d'améliorer, d'ajuster, de mettre à jour WAIS et éviter son obsolescence. Et là, sur un tel pas de temps, de 10 ans, c'est une évaluation de 11 millions d'euros dont nous avons besoin. Et d'ores et déjà, je souhaite réellement remercier le Canada, le Mexique, la Fondation Maris Lorenz du Paraguay, le Fleming Fund et la France
qui nous ont déjà alloué quelques fonds et qui nous ont permis, au cours des derniers mois, de commencer à lancer le projet, à préparer les cahiers des charges. Et j'espère que grâce au soutien supplémentaire que nous aurons, eh bien, ce projet OAIS pourra effectivement démarrer et être finalisé dans les prochains mois et années. Élément qui me tient également à cœur, c'est l'encouragement qui est fait à tous les membres de cette équipe, soit pour se former, et nous avons d'ailleurs une collègue qui est engagée dans un PhD, se former en se rapprochant d'autres équipes scientifiques, de façon à, là aussi, toujours conforter, améliorer nos compétences internes, mais aussi réciproquement, je les encourage à aller à l'extérieur, à communiquer sur OAIS lors de conférences, que ce soit avec des présentations ou avec des posters, de façon à ce que OAIS soit connu au-delà de nos frontières vétérinaires, car c'est un outil qui est vraiment important et qui ne doit pas rester confidentiel. Dernier point en matière de transparence et de communication, un tout petit point, qui est celui de la publication des rapports des réunions des groupes ad hoc. C'est une toute petite chose, anecdotique sans doute pour beaucoup d'entre vous dans la salle, mais qui était un commentaire qui venait régulièrement de la part des pays membres, car jusqu'il y a quelques mois, ces comptes rendus étaient mis en annexe des rapports des commissions spécialisées. Et il semblait que c'était difficile pour les pays membres de pouvoir ainsi préparer leurs commentaires. Eh bien, depuis juillet de l'année dernière, ils sont sur notre site web en tant que documents autonomes et non plus uniquement annexés au rapport des commissions spécialisées. Et j'espère que cette petite modification vous est utile. Troisième axe stratégique, c'est le renforcement des capacités et de la durabilité des services vétérinaires. Alors, si notre session générale est effectivement, traditionnellement, dédiée à la présentation des travaux de normalisation ou à la présentation de la situation sanitaire mondiale, eh bien, je crois qu'il est indiscutable maintenant que tous les programmes qui sont initiés maintenant depuis plusieurs années en faveur du renforcement des capacités des services vétérinaires sont devenus au cœur de notre mandat. Alors, bien sûr, nous avons continué à organiser des ateliers de formation des points focaux, j'en ai cité quelques-uns. Nous avons continué la dynamique des jumelages entre laboratoires ou entre établissements vétérinaires. Nous avons également pu organiser bon nombre de missions PVS et vous aurez tous ces détails, encore une fois, dans le rapport annuel 85 SG1 que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais aujourd'hui, ce n'est pas exactement là-dessus que je souhaiterais insister, mais plutôt sur l'avenir. Et tout d'abord sur le processus PVS. Nous fêtons cette année les 10 ans du processus PVS et je crois que, assez unanimement, on peut reconnaître que c'était une idée très intéressante, j'ose pas dire géniale, mais c'est quand même un peu ce que je pense, et que cela fonctionne. Cependant, 10 ans après, je pense que c'était nécessaire de pouvoir se poser et évaluer ce succès, mais aussi évaluer les faiblesses qui avaient pu être identifiées. Que c'était nécessaire d'entendre les attentes des pays membres, quelques années après, compte tenu peut-être des nouveaux enjeux auxquels vous devez faire face, ou des nouvelles stratégies, je pense en particulier à la peste des petits ruminants, auxquelles maintenant vous devez vous atteler. Et enfin, que c'était aussi utile et nécessaire d'entendre les attentes que peuvent avoir les partenaires et bailleurs de fonds qui utilisent les conclusions de ces missions PVS. C'est pourquoi, et avec cet esprit de dialogue, ce n'était pas une réunion décisionnelle, mais c'était réellement un think tank forum, que l'équipe du Dr Kaya a organisé les premiers jours du mois d'avril, justement ce forum, qui était la réunion de 4 grands groupes. Les pays membres,
les experts PVS, des représentants des partenaires et bailleurs, et aussi des collègues de l'OIE. Et s'il est trop tôt pour partager avec vous les conclusions de ce forum qui s'est tenu il y a juste un mois, je crois pouvoir affirmer, compte tenu des retours que j'ai pu avoir, que le bilan de ces journées est positif et que les participants pourront témoigner que le processus de l'OIE est toujours pertinent, innovant, et que la démarche est évolutive et adaptative. Et ce que je vous propose, c'est plutôt de leur donner la parole et de savoir comment ils ont évalué ce forum. Independent. Voluntary. Valuable. Intelligent. Facilidad. 10 years ago, we didn't know it would go this far, but we truly believed in it and we were right. For 10 years, the OIE has been providing its members with evaluation tools for the improvement of veterinary services all over the world. Since 2007, more than 140 countries have implemented the PVS pathway. South Africa has benefited by being able to develop a veterinary strategy, and that we have been able to incorporate into our strategic planning process that has actually also been looking at the priorities of the country. To allow this, hundreds of OIE experts travel the world to assess capacities of veterinary services, identify gaps, and work on solutions with the national authorities. Well, for the OIE, first of all, we need to train our experts so they're ready to undertake a mission. And then we have a role in educating our member countries and our OIE delegates in particular about the PVS, because it's a voluntary process and we need to get a request from the country. Once we have a request to undertake a PVS mission, we select the team and we liaise with the country to organise the mission. The tool is so targeted to the improvement of a country's situation that it's really a pleasure to use it. Uno tiene la oportunidad de entrar hasta las mismas entrañas del servicio veterinario, conocerlo desde adentro. The very practical aspect of the PVS process also is of great value. The performance of veterinary services is not a one-shot evaluation. It is a complete pathway. Thanks to the different tools, the OIE member countries benefit from a comprehensive and versatile program to identify and fulfill their needs. We recognize the importance of international standards, OIE international standards, and also we try to implement all recommendations into our national strategic planning. The most challenging thing was the coordination of volumes of information from all the states and territories as well as from the national system. Improvement of the veterinary service cannot be done by the national veterinary authorities of the country alone. We need partnership, we need participation, we need hard working. Over the years, the positive impact of the PVS pathway on national animal health systems have been widely recognized. OIE partners and donors endorse the program, and their constant support throughout the years has allowed for its improvement. The ability to fund clearly defined projects that are independently assessed, so our project justifications are much stronger because of that. And we could use our tools and help and contribute to strengthen the veterinary service and the disease eradication or disease control. So it's very important for us to use the best result of the PVS to further inform the WHO with the capacity of the country. On the occasion of the program's 10th anniversary in April 2017, a PVS Pathway Think Tank Forum was organized. Today is time to take stock of the reason behind the success, as well as the less positive result, in order to be sure that our program is well adjusted and adapted to the expectation of our member countries, so that the PVS pathway remains really a robust and relevant program. For 3 days, member countries, experts, partners, and OIE staff
gather to exchange experiences, views, and thoughts in order to build the future of the PVS pathway. I'm strongly convinced that the OIE PVS pathway will remain a flagship for the OIE. Therefore, we'll adjust the program in order also to take into consideration other initiatives developed by our partners or other organizations such as WHO, so that the program be still relevant, useful for our member countries. The PVS pathway is 10 years old now, and it's just at the beginning of its career. We will continue to work together to make sure that the OIE provides the best tools to its member countries, because our common goal is and will continue to be to build strong, resilient animal health systems all around the world. Because protecting animals is preserving our future. Donc voilà, ça va être un gros travail pour les prochains mois, mais c'est un travail que nous abordons avec beaucoup d'enthousiasme. Et là aussi, je pense que l'année prochaine, nous serons amenés à vous adresser, à vous transmettre un bilan plus précis. Comme cela a été évoqué, un des points importants sera la collaboration, en particulier avec l'OMS. On ne peut pas parler de gouvernance sanitaire si nous n'avons pas cette approche conjointe avec les services de santé humaine. Et c'est pourquoi la collaboration qui a été engagée il y a déjà quelques années avec l'OMS sur ce sujet continuera. Et même si en 2016, nous n'avons pu organiser qu'un seul workshop commun au Costa Rica, eh bien malgré tout, les équipes ont continué à travailler, notamment pour de nouveaux outils communs et aussi, surtout, pour maintenir la connexion entre les missions PVS d'une part et les missions d'évaluation externe que l'OMS maintenant progressivement développe de façon à évaluer la mise en place opérationnelle du règlement sanitaire international. Et d'ailleurs, nous sommes très contents parce que régulièrement, des experts PVS sont membres des missions OMS. Alors, ce travail d'articulation entre PVS et mission d'évaluation externe de l'OMS sera également, j'oserais dire, politiquement confirmé, puisque ce sera un des points du nouveau papier stratégique qui a été finalisé avec la FAO et l'OMS et qui devrait être signé par les 3 directeurs généraux dans les prochains jours. On ne peut pas non plus ignorer vos difficultés en matière de ressources humaines et de qualité technique de ces ressources humaines. Alors, au cours des dernières années, avec votre appui, l'appui d'experts, l'OIE s'est en question de formation technique. C'est également un enjeu socio-économique, car la formation, et notamment la formation-développement pour les jeunes, garçons et filles, est un élément important du développement économique des pays et de l'avenir de nos enfants. Et donc c'est pourquoi, à chaque fois que c'est possible, je rappellerai que nos stratégies de lutte contre les maladies animales doivent comporter également une composante de renforcement des structures, y compris de ressources humaines de ces structures, de façon à ce que dans le secteur agricole aussi, nos jeunes puissent trouver un avenir. Et ça a été rappelé hier dans le message vidéo du président du Fonds international de développement pour l'agriculture. Mesdames et messieurs, c'étaient les 3 grands points de notre plan stratégique. Il y avait également 3 domaines transversaux, comme je le disais, pour lesquels vous aviez souhaité que l'OIE apporte des améliorations en matière notamment de gouvernance. L'excellence, l'engagement et le management. On va très rapidement passer en revue ces 3 sujets. Et tout d'abord,
l'excellence scientifique. Dans le plan stratégique, vous aviez notamment soulevé la question de la qualité et de l'efficience du réseau des laboratoires et centres collaborateurs de l'OIE. C'est vrai qu'au cours des dernières années, ce réseau s'est régulièrement élargi. Des progrès ont été quand même faits sur le suivi des activités de ces laboratoires, notamment avec un compte-rendu via un outil informatique. Il y a aussi l'exigence de l'accréditation ISO 17025 qui apporte une garantie de fiabilité technique des travaux et résultats qui sont faits par ces laboratoires. Mais il est vrai que sur le fond, il y a une nécessité sans doute de mieux évaluer les services que ces laboratoires rendent aux pays membres et à l'OIE. Et je tiens à remercier la docteure Beverly Schmidt, en tant que présidente de la commission des normes, qui, avec la commission, a travaillé à un projet de procédure pour la désignation des nouveaux laboratoires de référence. Vous aurez à en débattre très prochainement. Sachez pour moi que ce n'est qu'une première étape, même si elle est importante, mais ce n'est qu'une première étape. Et donc, nous continuerons à travailler sur ce dossier. En ce qui concerne la diversité, l'engagement, la transparence. Alors, vous savez que pour moi, c'est vraiment une évolution majeure pour l'OIE. On en parle moins, il y a moins de communication, c'est moins visible, mais pour moi, c'est important car il en va de la crédibilité des travaux de notre organisation et de la préservation de notre réputation. Alors, plusieurs actions, je les citerai très brièvement, ont été mises en œuvre, mais c'est pour moi aussi publiquement aujourd'hui l'occasion de remercier le Dr Stone et la Dr Anne Backhaus qui, au cours des derniers mois, n'ont pas ménagé leurs efforts pour pouvoir travailler sur ces sujets. Vous avez notamment évoqué le besoin d'une évaluation critique des commissions spécialisées et des groupes de travail. Alors, nous nous sommes penchés sur cette question et au Conseil de septembre 2016, nous avons fait des propositions concrètes en ce qui concerne 2 groupes de travail, celui sur la protection des animaux et celui sur la sécurité sanitaire à la ferme. Ces propositions nous conduisent, avec l'accord du Conseil, à vous proposer la dissolution de ces 2 groupes de travail de façon à les remplacer par des structures pérennes. En effet, en ce qui concerne le bien-être animal, je crois que maintenant, et en particulier demain, si vous validez la stratégie globale que nous vous proposons, eh bien, on peut considérer que c'est un sujet qui rentre maintenant pleinement, sans discussion, dans le mandat de l'OIE. Et donc, le groupe de travail a achevé cet accompagnement et nous vous proposons, si encore une fois vous l'adoptez demain, la constitution d'un forum de dialogue avec les partenaires. En ce qui concerne l'autre groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments, je mettrai en avant le fait que maintenant notre collaboration avec l'OMS, la FAO et le Codex est bien établie et qu'il me semble qu'il était temps de pouvoir institutionnaliser notre travaux au sein de cette collaboration tripartite, mais là aussi, nous y reviendrons demain ou mercredi matin. En tout cas, puisque j'ai le micro, ça me donne l'occasion de remercier d'ores et déjà tous les membres de ces 2 groupes de travail, membres actuels et membres qui y ont contribué autrefois, car grâce à leur travail au cours de ces dernières années, eh bien, ces 2 sujets sont réellement devenus maintenant pleinement effectifs et au sein de notre mandat de l'organisation. L'autre point que vous aviez mentionné, c'était celui des relations de travail, entre les commissions spécialisées et l'ajustement qu'il pouvait y avoir.
Eh bien, sur ce point, je l'ai juste mentionné, et on y reviendra sans doute un peu plus tard, mais nous avons souhaité pouvoir effectivement avoir une coordination des secrétariats des codes commissions avec des procédures de travail qui assurent une meilleure coordination. Ce travail est en cours, il est bien avancé et il sera, comme je vous le disais, finalisé pour les prochaines commissions qui seront élues l'année prochaine. Et enfin, vous avez souhaité qu'il y ait une amélioration de la procédure d'élection des membres des commissions spécialisées et une limitation de la durée de leur mandat. Eh bien, sur ce point aussi, nous avons travaillé et il vous est proposé, pour discussion et j'espère adoption vendredi matin, une nouvelle procédure qui a été largement discutée avec le Conseil au cours des réunions des derniers mois et j'espère que vous apprécierez par votre vote cette nouvelle procédure que nous mettrons en place dès cet été, enfin dès les prochaines semaines, de façon à pouvoir préparer les élections de mai 2018. Dernier point, c'est la gouvernance. Alors, je mettrai en lumière les efforts que nous avons essayés pour développer tout d'abord une autre dynamique avec les instances de gouvernance de l'OIE. Et je crois, notamment en ce qui concerne les commissions régionales, que nous y avons réussi et peut-être que les pays membres de la Commission Europe, de la Commission Amérique ou de la Commission Afrique pourront en débattre. Mais je crois que grâce à un nouvel agenda, grâce à des sujets à l'ordre du jour qui ont conduit peut-être à plus de discussions, eh bien je crois que nous avons pu retrouver un vrai espace de dialogue et d'échange dans ces commissions régionales. Avec le Conseil, et j'espère qu'ils pourront également témoigner, nous avons essayé, à chaque fois que c'était possible, de pouvoir fournir des notes argumentées, étayées au Conseil, de façon à ce qu'il soit réellement associé aux décisions et aux discussions sur les évolutions stratégiques de l'organisation. Et j'espère aussi que nous pourrons continuer sur ce chemin à pouvoir davantage raccrocher ensemble non seulement le Conseil et la Direction générale de l'OIE, mais aussi les bureaux des commissions régionales. Il y a également un travail qui est fait avec nos représentations régionales et sous-régionales, avec des points réguliers, car mon objectif est que ces représentations régionales ne soient pas uniquement pour la mise en œuvre du programme de l'OIE, mais soient également pleinement associées aux orientations stratégiques de l'OIE, de façon à ce qu'ils puissent réellement vous aider et vous apporter l'aide nécessaire ou l'aide que vous demandez au niveau régional. Et là aussi, cette année, alors que cela a été fait l'année dernière pour le siège, eh bien, cette année, les représentations régionales et sous-régionales sont chargées de présenter leur programme d'activité en fonction d'une feuille de route avec des échéances et la mise en concordance avec les orientations du plan stratégique. Et donc nous aurons l'occasion, je l'annonce dès maintenant aux représentants régionaux et sous-régionaux, d'en rediscuter à notre réunion d'octobre. Dernier point, c'est la politique des publications. La diffusion de l'information scientifique et technique est une des missions et reste une des missions de l'OIE. Et pourtant, le plan stratégique nous a invités à rationaliser le budget, à utiliser et à promouvoir les nouvelles technologies de l'information et à réévaluer l'intérêt et la durabilité des publications papier. Alors là aussi, sur ce sujet, des propositions précises ont été faites au Conseil lors de sa réunion de septembre dernier et les décisions suivantes ont été prises. Tout d'abord, le bulletin de l'OIE que vous connaissez sera progressivement, et ce sera le cas effectif l'année prochaine, disponible uniquement sous format électronique, donc chargeable à partir de notre site web. Et je pense que ça nous permettra aussi de coller davantage aux événements, d'être plus réactifs et d'éviter quelquefois des publications qui arrivent bien longtemps après l'événement. Les autres publications, le code, manuel, etc.,
eh bien, il y aura une réduction drastique aussi des impressions papier, et ceci après un nettoyage de la liste des organisations ou des personnes qui aujourd'hui reçoivent à titre gratuit ces formats papier. Alors bien évidemment, nous continuerons à pouvoir publier ce format papier pour ceux qui le souhaitent, mais à ce moment-là, ça se fera sous forme d'abonnement et au coût réel de la production des publications. Et enfin, pour la communication en tant que telle, nous développons également davantage d'outils sans support papier. Vous aurez noté que le rapport annuel dans sa version papier est succinct, mais que vous avez la version détaillée sur une clé. Donc si vous ne l'avez pas, c'est qu'il y a eu un petit souci et qu'il faut le réclamer, mais en tout cas, vous trouverez sur cette clé USB le rapport d'activité. Et là aussi, ce sont des efforts que nous faisons de façon à rationaliser les budgets et puis peut-être, pourquoi pas, être un petit peu plus moderne. Alors, il y a de nombreux autres chantiers qui sont en cours, que je n'évoquerai pas aujourd'hui parce qu'ils seront plutôt au cœur de nos préoccupations cette année et donc pour la présentation de mon rapport d'activité l'année prochaine. Mais soyez déjà informés que nous avons engagé des travaux importants en ce qui concerne le fonctionnement de l'organisation, que ce soit pour la gestion de la performance, la politique des ressources humaines, le schéma directeur des systèmes d'information ou la stratégie budgétaire. Mais tout ça, ça sera pour la prochaine fois. En conclusion, mesdames et messieurs, Monsieur le Président, je souhaite confirmer que la déclinaison de chaque objectif stratégique sous forme d'un programme pluriannuel de travail a été finalisée et que les premiers résultats que nous vous présentons aujourd'hui ne sont vraiment que les premiers résultats, mais que chaque année, pour chaque objectif stratégique, vous serez informés de l'avancement de ce programme qui doit tenir en 5 ans, 2016-2020, et il sera tenu. Tous les domaines d'activité ou d'intervention de l'OIE ont été impactés par cette feuille de route stratégique. Et c'est pourquoi, en conclusion, je souhaiterais remercier tout d'abord tout le staff de l'OIE qui n'a pas ménagé sa peine au cours des derniers mois, même si dans les premiers mois, il se demandait où on allait. Je tiens à remercier également les membres des commissions spécialisées, des groupes de travail et groupes ad hoc qui contribuent par leur expertise scientifique, à remercier les experts du réseau des centres de référence, les pays hôtes de nos représentations régionales et sous-régionales, ceux qui nous allouent des financements, ceux qui nous accueillent pour des ateliers ou des conférences, enfin, tous les partenaires dont la collaboration est importante pour nous car elle potentialise nos actions. Alors, j'espère, mesdames et messieurs, que vous aurez apprécié tout le travail et les résultats de cette première année de travail. Vos appréciations seront pour nous et pour tous mes collègues réellement un encouragement à persévérer jusqu'à la fin de mon mandat. Merci.